Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur WhatsApp, Watonsi sans filtre. Pendant des décennies, au Cameroun, une radio a parlé au nom de l'État. Mais une question demeure, parlait-elle aussi au nom des Camerounais? La Cameroon Radio and Television, média public, a façonné l'opinion, raconté l'actualité, construit des récits, parfois contestés, souvent critiqués, rarement expliqués de l'intérieur. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui était au cœur de ce système. Rédacteur en chef, directeur de l'information, directeur de la radio, décideur, exécutant, témoin. Alain Belibi a longtemps incarné la voix officielle. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et la retraite pose une question simple. Est-ce enfin le moment de dire la vérité? Ici, il ne s'agit ni d'un hommage, ni d'un règlement de compte. Il s'agit tout simplement de comprendre. Comprendre comment l'information se fabrique quand le pouvoir n'est jamais loin. On dit souvent que la CRTV est la voix du Cameroun. Mais beaucoup pensent qu'elle a surtout été et qu'elle est la voix du pouvoir. Alors aujourd'hui, on va poser la question à quelqu'un qui sait. Monsieur Belibi, la CRTV informe-t-elle? Défend-elle le pouvoir? Ou encore, informe-t-elle en défendant le pouvoir? Bonsoir Alain. Bonsoir Jean-Marie. Je voudrais commencer par un petit rectificatif. Je ne me suis jamais considéré comme une voix officielle. Je n'ai pas été la voix d'un système. J'ai tenté pendant une quarantaine d'années que j'étais sur les antennes de la radio ou de la télévision. J'ai tenté de garder mon libre arbitre. Mais vous savez, que ce soit à la CRTV ou que ce soit ailleurs, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, il y a partout des lignes éditoriales. Il y a partout des garde-fous qu'on pose. Celui qui crée son organe d'information ne va tout de même pas le créer en se disant, dans cet organe d'information, on va me pourfendre. C'est comme ça qu'est la CRTV et c'est comme ça que sont la plupart, j'allais dire, tous les autres médias. Donc, je n'ai pas été la voix officielle. J'ai essayé de garder mon libre arbitre et à preuve, la plupart des Camerounais m'ont considéré longtemps comme un journaliste politique. Mais c'était surtout en raison des positions que j'ai occupées. Vous avez dit rédacteur en chef, vous avez dit directeur de l'information, vous avez dit directeur de la radio. Oui, c'était en raison de ces postes, de la sensibilité de ces postes, de l'importance de ces postes qu'on m'a considéré comme un journaliste politique. Moi, je n'ai jamais voulu être un journaliste politique et c'est pour ça que, vers la fin de ma carrière, j'ai décidé de battre en brèche tout ce qu'on pensait de moi, journaliste politique, et je me suis mis à écrire des textes sur des faits de société, sur des anecdotes, des textes qui passaient tous les dimanches à une émission de très grande écoute, dimanche midi, et qui s'appelait Signe des temps. Eh bien, je suis heureux de constater que parmi les plus grands faits d'armes que je peux montrer aujourd'hui, Signe des temps se range pratiquement au sommet. Je n'ai peut-être pas réussi à faire comprendre aux gens que je ne suis pas un journaliste politique, mais ils ont compris que je peux faire autre chose. Alain, à propos d'éditorial, comment est-ce que la ligne éditoriale gouvernementale arrivait dans les rédactions? Est-ce qu'on vous disait clairement quoi dire ou quoi ne pas dire? Je vais vous dire qu'on est passé par plusieurs étapes dans le traitement, dans la collecte, le traitement de l'information et la diffusion de l'information. Il y a eu une étape, je venais d'arriver à la radio, où toutes les conférences de rédaction étaient sanctionnées par un conducteur, le conducteur du journal. Ce conducteur était envoyé au ministre de tutelle, le ministre de la Communication, ou à l'époque, le ministre de l'Information et de la Culture. Et à ce niveau-là, s'exerçait un tamis. Le ministre pouvait dire oui
ou non à la diffusion de telles informations. Mais ça, c'était une époque. Aujourd'hui, et puis au moment où je quittais les fonctions et la radio, eh bien, il n'y a plus cette étape. On compte sur la maturité de ceux qui collectent, qui traitent et qui diffusent l'information pour rester dans les clous, pour rester dans les balises qui sont posées par les pouvoirs publics. Donc, aujourd'hui, les journalistes, je ne dirais pas qu'ils sont libres. Ils ne sont pas libres, mais ils ne sont pas moins libres que les journalistes d'ailleurs. Y avait-il des sujets interdits officiellement ou tacitement? Oui, il y a eu des sujets interdits et il y a eu des sujets qu'on devait traiter d'une certaine façon. Je vous donne quelques exemples. À l'époque où je commençais ma carrière, il était interdit de parler des coups d'État qui avaient lieu par-ci, par-là en Afrique. On ne parlait pas des coups d'État simplement parce que les propriétaires de la radio, c'est-à-dire les pouvoirs publics, estimaient que ça pouvait donner des idées à ceux qui font les coups d'État à l'intérieur du Cameroun. Donc ces sujets étaient interdits. Maintenant, avec l'évolution, on s'est rendu compte que ne pas parler des coups d'État sur la CRTV n'empêche pas les autres d'en parler. On en parle à l'extérieur et les Camerounais sont à l'écoute de ce qui se dit à l'extérieur. On en parle ici, au Cameroun, dans les médias privés. Donc, on parle des coups d'État, mais il y a une façon de parler des coups d'État. Alain Belibi, étiez-vous une espèce d'intouchable à la radio? Je dirais pas intouchable. Non, pas du tout intouchable. Je n'étais pas intouchable. Parce que j'étais, malgré les fonctions que j'occupais, j'étais quand même un employé de la CRTV. Je ne pouvais pas être intouchable. Mais simplement, on me faisait plus confiance en raison de mes états de service, en raison du temps que j'avais passé à traiter l'information. On me faisait plus confiance qu'à des novices. Donc, je pouvais être sanctionné si j'allais vraiment trop loin. Et ce qui était important, c'était de ne pas aller trop loin. Je vais vous raconter, par exemple, une anecdote. Vous savez que au Cameroun et d'une manière générale en Afrique, on ne parle pas souvent de la succession des chefs d'État. C'est un sujet, pour ainsi dire, tabou. Mais j'ai décidé un jour, alors que je présentais à la télévision l'émission Actualité Hebdo, de demander à un hiérarque du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un haut responsable de ce parti, le parti au pouvoir, j'ai décidé de lui demander, après Paul Biya, ce sera qui? La réponse a été, ce n'est pas à l'ordre du jour. J'ai poursuivi en disant, oui, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, ça veut dire que le président Paul Biya est immortel. On m'a répondu, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors j'ai choisi une autre façon de poser la question en demandant, écoutez, si vous qui êtes devant moi, vous me dites que il ne vous est jamais passé par l'esprit de penser à occuper cette place très privilégiée. On m'a répondu, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors vous comprenez, quand on est sorti du studio, mon invité était tellement étonné par la liberté que j'avais prise à parler d'un sujet qui était, disons, pas officiellement tabou. Il était tellement étonné qu'il a reparté les couloirs en disant, sans me parler, ah là, vous avez franchi le Rubicon. Vous avez été trop loin. Mais je suis là aujourd'hui. C'est pour vous dire que rien ne m'est arrivé. D'accord. Selon vous, à partir de quand est-ce que informer devient défendre? Écoutez, informer, c'est toujours peu ou prou défendre. Quand on vous dit, par exemple, que dans toute l'actualité qu'il y a au niveau, vous ne pouvez pas parler de ceci. Vous devez parler de ça. Ça veut dire que ceux qui prennent la décision de vous interdire de parler de certaines choses se prémunissent contre une attaque de votre part.
il y a déjà à ce niveau-là, au niveau du choix de l'information à diffuser, il y a déjà une orientation qui fait que vous défendez le pouvoir en place. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, j'ai choisi une voie qui, me semblait-il, heurtait peut-être le pouvoir en place. Je dis peut-être parce que on ne m'a jamais dit que vous avez fait ci ou ça. Mais j'ai choisi une voie où je n'encensais personne. Je n'encensais personne. Je ne disais pas du président de la République, il est le plus beau, il est le plus fort, ce que d'autres font. Mais je m'intéressais à ce qui avait été fait, ce qui avait été dit. C'est là que je situais mes commentaires et mes analyses. Donc, c'est également une façon de défendre le pouvoir en place, parce que, voyez-vous, il y a tellement de choses à dire et à redire de ce qui se fait au Cameroun, que si vous ne dites pas certaines choses, on dit que vous défendez le pouvoir en place, ce qui est vrai. Dites-moi, Alain, est-ce que la CRTV a brisé des journalistes? Oui, la CRTV en a brisé plusieurs. Je ne voudrais pas donner l'impression de parler de certaines personnes particulièrement, mais il y a eu des journalistes de très grand talent qui appartenaient à des partis politiques qui n'étaient pas le parti au pouvoir. Et ceux-là, on s'interdisait de leur donner de hautes fonctions. Il y a des journalistes qui ont pour épouse des responsables de l'opposition. Ceux-là également, on ne leur donne pas la latitude d'aller à l'antenne comme cela se devrait, parce que ces journalistes sont talentueux, ils sont capables d'apporter des choses à l'antenne. Mais simplement parce que ils ne sont pas du même bord que le pouvoir en place, eh bien, ils n'ont pas la facilité de s'exprimer à l'antenne. Oui, bien sûr, la CRTV a brisé des journalistes. Je voudrais dire également que, en dehors des questions politiques dont je viens de parler, il y a également que vous avez une hiérarchie et il arrive que la hiérarchie vous aime et ne vous aime pas. Et quand elle ne vous aime pas, forcément, vous vous retrouvez à végéter. Et il y en a beaucoup comme ça, la CRTV qui végète, simplement du fait que la hiérarchie ne les aime pas particulièrement. Voilà. Alain, vous évoluiez dans une espèce dans une position de pouvoir, voilà. Mais quelle était la part du savant et la part du politique en vous? Oh, je ne suis ni l'un ni l'autre, ni savant ni politique. Beaucoup vous diront que je joue au faux modeste. Non, je ne suis même pas modeste. Je suis parti de la CRTV, l'âme en paix. Parce que je crois avoir fait ce qui correspondait à ce que me dictait ma conscience. Je n'ai pas été un griot, je n'ai pas défendu des causes indéfendables, donc je suis parti de là, l'âme en paix. Je pourrais peut-être me reprocher de ne pas avoir tout dit, parce qu'effectivement, je n'ai pas dit tout ce que je pense. Je suis un Camerounais comme tous les autres. J'ai quelque chose en tête. Je pense quelque chose de tout ce qui se passe autour de moi. Il n'était pas possible de le dire à l'antenne. Donc ça, je pourrais dire que ça, c'est le côté qui pèse négativement. Mais je suis parti le cœur tranquille. Est-ce que selon vous, la CRTV a déjà trompé les Camerounais? Oui. Vous connaissez la plus célèbre des histoires où les Camerounais ont été trompés du fait, je vais dire de la CRTV parce que c'est la CRTV qui était le diffuseur, mais du fait par réalité du pouvoir. Cette histoire, c'est au moment où on revient à la démocratie au Cameroun et où John Froudi crée son parti politique qui s'appelle le SDF. Eh bien, il avait décidé, John Froudi, de faire un grand meeting à Bamenda. Le meeting a été, il n'a pas été autorisé par les autorités administratives. Mais John Froudi a décidé de faire
ce meeting envers et contre tout le monde. Ce qu'il a fait, il y a eu de gros incidents, il y a eu quelques morts, je n'ai pas le chiffre en tête, les chiffres, à peu près 6 personnes qui ont été tuées au cours de ce meeting, dans les affrontements entre les forces de défense et les militants du SDF. Mais on a fait dire à la CRTV une version qui n'était pas la bonne. La version que la CRTV a diffusée, c'était que ces militants du SDF qui ont trouvé la mort au cours des manifestations ont été tués parce qu'il y avait des bousculades. Et la presse privée qui commençait à prendre du poids à cette époque-là a rétabli la situation en disant, avec beaucoup de talent, que les militants de Bamenda sont morts piétinés par balle. Est-ce que, à un moment donné, vous avez participé à la fabrication d'un récit qui n'était pas la vérité complète, d'un consentement, pour reprendre Chomsky? Écoutez, les récits se fabriquent à la CRTV comme ailleurs, dans des cénacles. Ce sont des endroits fermés où, en général même, ne sont pas admis les journalistes. Les journalistes, on leur donne une version à diffuser. Et on désigne ceux qui vont diffuser cette version en raison, certainement, du talent qu'ils ont à raconter l'histoire, mais certainement pas parce qu'ils sont les plus véridiques de toutes les rédactions. Non, je n'ai pas été dans ces cénacles et je m'en félicite aujourd'hui. Wasaf, c'est Watansi sans fil. Wasaf, c'est du journalisme un cran au-dessus. Oh, il le fait sans filtre. Suivez-moi à Wasaf. Alain, à partir de quand est-ce que l'information devient de la communication politique? L'information devient de la communication politique quand on ne dit plus ce qui s'est passé. Quelle est la supériorité du journaliste par rapport à celui qui l'écoute ou qui le dit? La supériorité du journaliste, c'est qu'il a été témoin d'un événement. Il vient raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Maintenant, quand on demande aux journalistes de faire, à côté de ces reportages, de faire des commentaires orientés, des analyses orientées, eh bien, là, on est sorti de l'information. Et surtout quand on leur demande de faire un mélange de genres, parce qu'il y en a beaucoup sur la chaîne TV, il faut le dire. Un mélange de genres où vous trouvez un papier qui est à la fois reportage, est à la fois commentaire, et à la fois analyse. C'est le type de papier qui embrouille ceux qui vous écoutent et qui les force parfois à écouter et à prendre pour content ce qu'on leur dit. Donc, quand le journaliste sort de ce qu'il a vu et entendu, on n'est plus dans le journalisme, on est dans la communication. Quand le journaliste défend un parti contre un autre, défend une entreprise contre une autre, défend une prise de position contre une autre, c'est de la communication. À la rédaction radio, l'autocensure était-elle plus forte que la censure? Il y a eu une époque dont je vous ai parlé tout à l'heure où il y avait effectivement la censure. Ou l'époque où les titres de l'actualité allaient chez le ministre de la Communication après être passés par le directeur de la radio. Ça, c'était la censure. Il y a même eu, à cette époque-là, une structure au ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur, qui était chargée d'écouter ce qui se disait et ce qui s'écrivait, et qui disait « ceci a été dit, ce n'est pas conforme à ce qui devait être dit », et la censure tombait immédiatement. Donc, oui, c'était la censure. Mais aujourd'hui, c'est plus l'autocensure. Parce que beaucoup de journalistes, après un parcours dans lequel ils ont vu des sanctions qui sont tombées à leur gauche
et d'autres qui sont tombés à leur droite, ils ont pris le parti de s'en tenir exclusivement à ce qu'on leur demande de dire. Ça, c'est l'autocensure. On ne leur demande plus. Ils le font peut-être à leur corps défendant, mais ils le font sans qu'ils aient besoin d'une directive. Alain, est-ce qu'on vous a déjà demandé de défendre une position que vous saviez impopulaire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on décide de dévaluer le franc CFA, c'est forcément une décision impopulaire. C'est une décision impopulaire parce que le pouvoir d'achat des Camerounais en prend un sérieux coup. Mais ce que vous devez dire à la radio, ce que vous devez écrire à Cameroun Tribune, ce que vous devez montrer à la télévision, c'est que c'était une décision qui s'imposait. Elle s'imposait parce que la situation l'imposait, que c'était une décision qui aura certainement des répercussions néfastes, mais pas autant de répercussions néfastes que celles qu'on veut bien dire en public. Donc oui, quand vous écrivez sur la dévaluation du franc CFA et que vous travaillez à la CRTV, vous ne pouvez pas dire que c'est très mauvais. On va tous mourir après cette dévaluation. Décrivez-nous un peu, Alain, l'encadrement des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions à la rédaction. Question de mettre des garde-fous. Comment ça se passait? Ça commençait par la conférence de rédaction. La conférence de rédaction, elle est présidée par ceux qui ont reçu les consignes de la hiérarchie, c'est-à-dire le pouvoir en place, en conférence de rédaction. On oriente les papiers en disant voici ce que vous allez dire. Ça commence par là. C'est-à-dire que vous avez une information et on vous met des garde-fous. On vous demande pas de dire bon, pile ces garde-fous. On vous demande d'aller dans cette direction parce que c'est ce que le pouvoir espère faire entendre à l'opinion. Maintenant, il y a également d'autres moyens de pression qui sont des moyens de pression, des sanctions. Quand vous êtes sorti des clous, vous avez des sanctions. À l'époque, les premières sanctions, c'était des suspensions d'antenne. C'est-à-dire que la hiérarchie disait, puisque vous avez fait ça, eh bien, vous n'irez pas à l'antenne pendant, je sais pas, 6 mois. Et je me rappelle précisément un ministre de la communication ou de l'information et de la culture qui avait beaucoup d'esprit, qui décide de suspendre un journaliste qui avait été trop loin justement et qui le lui dit avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sel, et lui dit, monsieur, pourriez-vous attendre de nouvelles instructions avant de vous produire à nouveau à l'antenne? Voilà. Il y avait donc des suspensions de ce genre. Maintenant, il y en a d'autres moyens de pression. La CRTV est un office aujourd'hui. Si vous vous illustrez par des comportements déviants, entre guillemets, et que vous êtes fonctionnaire, vous pouvez très facilement vous retrouver reversé à votre administration d'origine, qui est le ministère de la Communication, où votre salaire est divisé par à peu près 5. Avez-vous déjà protégé, j'allais dire, un journaliste face à une consigne politique? Oui, ça a été fait. À une époque où mon directeur général se donnait également, lui, la mission de ne pas exposer ses collaborateurs journalistes. Je ne vais pas donner son nom. Quand quelqu'un avait des problèmes et que j'allais expliquer au directeur général que vous voyez les jeunes, ce n'est pas la peine de trop en faire pour le punir. Vous voyez, les consignes qui lui ont été données n'étaient pas suffisamment claires. J'allais expliquer cela au directeur général qui lui prenait le relais pour aller plus haut dans la hiérarchie et défendre ses collaborateurs. Oui, ça s'est produit.
Alain Belibi, y a-t-il une décision éditoriale que vous regrettez aujourd'hui? Je ne regrette aucune décision éditoriale prise par moi, mais je regrette. Je vous parlais tout à l'heure des incidents de Mamenda. C'est une décision éditoriale qui n'avait pas de sens. Elle n'avait pas de sens. Et qu'au sortir de la CRTV, j'étais à l'école, à l'ECJ, et il y a eu des incidents graves. À l'époque du premier président de la République, il y a eu des incidents graves dans une localité de l'extrême nord, où il y a eu plusieurs morts. Personne n'était autorisé à parler de cet incident. Mais après les morts, on a demandé à Cameroun Tribune de titrer « L'ordre est revenu à Dolé ». Et vous comprenez que ceux qui disent se demandent qu'est-ce qu'il y avait à Dolé. D'abord, Dolé, c'est où? Donc, c'est une décision éditoriale qui ne fait pas sens. Mais est-ce que vous allez voir votre hiérarchie et dire que vous vous trompez? Vous pouvez dire ça et vous retrouver là où vous ne devriez pas vous retrouver. Vous pouvez le dire également et on balaie de revers de la main votre opinion. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Ce jour-là, le jour de votre départ, lorsque vous quittiez la maison CRTV, était-ce un départ aide-honneur, un départ sans tambour ni trompette, un départ sur la pointe des pieds? Écoutez, je me félicite de ce que ça a été. Ça a été un départ, je dirais pas avec tambours et trompettes, mais c'était un départ dont on a parlé. On en a parlé à la CRTV, parce que le directeur actuel de la CRTV est un professionnel de haut vol et qui ne pouvait pas me laisser partir sans en faire état sur les antennes. Il y a eu des papiers dans les journaux parlés et télévisés. Il y a eu des magazines dans lesquels on parlait de moi. Il y a eu des reportages sur ma reconversion. C'était peut-être pas tambours et trompettes, mais je suis parti avec quelques fleurs quand même, et je m'en félicite. Aujourd'hui, Alain, avec le recul, la CRTV a-t-elle réellement changé? Je ne dirais pas si elle a changé ou si elle n'a pas changé, n'étant pas à l'intérieur de la CRTV, mais je voudrais faire 2 ou 3 constats. Le premier constat était qu'il y avait une tendance, déjà à l'époque où nous y étions, une tendance à la fonctionnalisation. Les journalistes, pour beaucoup, étaient plus fonctionnaires que journalistes. C'est une tendance qui, malheureusement, s'est poursuivie et s'est approfondie. Il n'y a plus aujourd'hui la course vers le scoop. Le scoop, je parle le scoop sain, pas le scoop qui est le buzz. Il n'y a plus la course vers le scoop. Les journalistes ne vont plus à la chasse à l'information. En réalité, ils attendent sur place que l'information vienne les trouver. Ça décrit forcément sur la qualité de ce qui est à l'antenne. Il y a également, à la CRTV aujourd'hui, une tendance à créer des vedettes de toutes pièces. N'est-ce pas? Beaucoup de journalistes à la CRTV visent aujourd'hui à être des vedettes. Ne travaillent pas suffisamment pour être des vedettes, mais choisissent des raccourcis. Un raccourci, c'est un exemple, c'est faire du folklore à l'antenne. Faire du folklore à l'antenne, ça permet à ces journalistes-là de faire parler d'eux et de penser qu'ils sont populaires. Donc, il y a ce problème. Et puis, il y a qu'on ne travaille plus vraiment comme on travaillait à la CRTV. Certains journalistes entrent à la CRTV par la grande porte. Ils sont à peine entrés à la CRTV, ils ont à peine qu'ils se retrouvent à la tête de grandes éditions d'information, à la tête de grands magazines d'information. Je me rappelle que à la radio, à l'époque où nous y allions, rien que de passer au journal de 13 heures, qui était le journal le plus écouté, et rien que, plus grave encore, d'avoir la brève que vous avez écrite, lue par le présentateur,
c'était un parcours d'obstacles. Parfois même, vous arriviez de l'école et on ne vous autorisait pas à entrer dans la salle de rédaction. Vous restiez sur la mezzanine, vous écoutiez ce qu'on dit avant, quelques mois plus tard, d'être autorisé à entrer dans la salle de rédaction pour faire vos classes. Parce que vous arriviez et vous faisiez vos classes. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait comme ça que ça se passe et c'est dommage. Ah ouais, vous avez parfaitement raison. Fini cette époque où nous coupions et classions les dépêches à la rédaction radio. L'époque où nous présentions des flashs dans l'espoir d'entendre le présentateur d'un journal lire une de nos brèves et à plus forte raison nous présenter un journal. C'est bien loin cette époque. En une phrase, qu'est-ce qu'un journaliste doit au pouvoir et qu'est-ce qu'il doit au public? Personnellement, je pense que le vrai patron du journaliste de la CRTV, c'est le public. C'est le public. Le pouvoir est propriétaire de la CRTV. Le pouvoir a ses messages à faire passer, mais le pouvoir n'a pas un bâton derrière chaque journaliste pour dire « allez à l'antenne et dites ceci ». Ça ne se passe pas comme ça à tous les moments. En revanche, la CRTV est une maison de verre. Tout ce que vous faites est scruté, est analysé par le public. Et c'est le public qui vous donne vos lettres de noblesse. Et étant donné, je dois le dire, les lettres de noblesse, ce n'est pas les postes. Les lettres de noblesse, c'est la reconnaissance du public. Et si le public ne vous reconnaît pas, vous pouvez être directeur, vous pouvez être directeur central, ça ne change pas grand-chose. Alain Bélibi, quel message laissez-vous aux Camerounais qui doutent des médias publics? Je considère que le public doit savoir que ce n'est pas lui qui donne le ton de ce qui se passe à la radio et à la télévision. Ce n'est pas lui qui décide de ce qu'on va dire, mais c'est lui qui apprécie. Il faut qu'il soit conscient de ce que c'est lui qui apprécie, et lui seul, qui est en situation d'apprécier ce qui se passe sur les antennes. Donc, moi, je demanderais au public d'être encore plus exigeant, d'écouter, de regarder ce qui se fait en se disant, je vais comparer avec ce que j'entends ailleurs, sur les chaînes de radio et de télévision internationales, je vais écouter et regarder en comparant les journalistes de la CRTV entre eux et ceux, malheureusement, qui échouent à cette espèce d'examen, eh bien qu'on ne les reconnaisse pas. Malheureusement, je dois le dire, il y a un certain nombre de hauts responsables de nos administrations qui pensent que le seul objectif qu'ils assignent à la CRTV, c'est de chanter leurs louanges. Et parfois pas les louanges du pouvoir, pas les louanges du système, leurs louanges personnelles. Et c'est ceux qui chantent le mieux ces louanges qu'ils considèrent comme de bons journalistes. Alors j'ai dit au public, ceux qui sont adoubés par ce type de responsables n'ont pas leur place dans le cœur de ceux qui regardent et écoutent. Merci Alain, merci d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir permis de revenir un peu sur votre passage à la rédaction CRTV. Profitez de votre retraite, écrivez sur cette profession que nous aimons tous. Merci une fois encore. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été sur WASAF. Likez, partagez au maximum. À retenir, l'histoire n'écoute pas les excuses, elle juge les silences. À très bientôt sur WASAF. WASAF, c'est Watansi sans fil. WASAF, c'est du journalisme un cran au-dessus. Oh, il le fait sans filtre. Suivez-moi à WASAF.